Le 12-14, votre rendez-vous dédié à tout ce qui touche le bassin minier. Avec Frédéric Peter sur RBM. Vous êtes bien dans le 12-14 sur RBM, votre magazine de la culture dans le bassin minier. Et c'est l'heure de l'invité du jour. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Marc Desnaux. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Frédéric et merci de m'accueillir dans votre émission. Oui, je salue également aussi tous les auditeurs d'RBM. Mais je vous en prie, en tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un auteur de Le Forêt. Voilà, c'est ça, oui. Donc dans le bassin minier. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter votre dernier ouvrage, La Maison Bleu Horizon. C'est votre deuxième roman. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Alors on va revenir sur cet ouvrage qui sort aujourd'hui. Donc on est dans les temps. Voilà, exactement. Le 29 juin, donc c'est ça. Et on va revenir un peu sur vous. On va d'abord parler même de vous, Jean-Marc Desnaux. D'où vous est venue cette idée de prendre la plume, de vous mettre derrière votre PC? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent et quand on me la pose, ma réponse, elle est très simple. Je dis simplement, que c'est une bonne question. Parce que la réponse, je dirais simplement, j'étais pas en fait prédestiné à l'écriture. En fait, ça m'est vraiment venu un peu par instinct, quoi. C'est un petit peu comme celui qui prend un crayon et qui un matin se dit tiens, il se sent capable de faire un dessin et il prend le crayon, il commence à dessiner et puis ce qu'il dessine, ça prend une forme qu'il surprend lui-même, quoi. Et puis voilà, quoi. Mais cette volonté de prendre le stylo ou même de taper au clavier, ça s'est manifesté récemment ou c'est depuis tout petit? Ah non, c'est vraiment pas depuis tout petit, c'est assez récent. En fait, la première fois que j'ai écrit une histoire, c'était, en fait, j'avais 20 ans. Donc c'était dans les années 90, 96, par là, enfin, en 93, j'avais 20 ans. Donc je vais dire que c'était, entre 96 et 97. Je me souviens parce que j'étais webmaster d'un site médiéval, d'un site sur le Moyen-Âge. D'accord. Et puis j'étais parti, j'avais commencé à écrire une histoire un peu médiévale fantastique, vous voyez, avec des dragons, des magiciens. Et j'avais simplement écrit le début, puis voilà, et je l'avais publié sur mon site à l'époque, comme ça. Et puis je me rappelle, j'avais reçu même un petit message d'une institutrice qui m'avait dit écoutez, j'ai bien aimé votre histoire, est-ce que je pourrais l'utiliser avec mes élèves? Donc j'ai dit moi ça m'avait surpris, je dis oui, allez-y, quoi, en fait. Et puis c'était une histoire, il y avait que le début, il fallait écrire la suite, quoi. Donc moi j'ai jamais eu de retour, mais ça m'avait déjà fait sourire à l'époque. Et puis ça s'est arrêté là, quoi, jusqu'à en 2014. Vous voyez, donc les années ont passé, où là en fait il a commencé à germer un scénario qui était un condensé de tout ce que j'aimais, c'est-à-dire le Moyen-Âge, l'archéologie, la généalogie, les mystères, le paranormal, les légendes, en fait, voilà, qui sont vraiment ce qui m'anime depuis ça, en revanche, depuis tout petit, hein. Et puis, mais je disais tout le temps, un jour peut-être j'écrirai un jour, parce que je me voyais pas du tout écrire un roman, quoi. Mais puis comme je dis souvent, un jour faut arrêter de se dire un jour et puis faut y aller, quoi, en fait. Quand je me suis senti suffisamment posé, c'est là que j'ai démarré en fait à écrire. Est-ce que vous avez eu des références? Alors mes références, paradoxalement, ne se trouvent pas dans la littérature. Je veux dire, je suis pas un lecteur des grands auteurs, des grands classiques. Pas de Victor Hugo. Non, pas de tout ça, en fait. Moi, j'aime bien justement creuser un peu plus les auteurs moins connus. Regarder les romans qui ne sont pas forcément sous le feu de la rampe. Et je suis curieux de ça. Mais paradoxalement, mes influences, vraiment, je les ai puisées, je crois aussi, par une série qui a bercé mon enfance et que j'ai regardé encore, que je regardais même encore régulièrement, hein. C'est La Quatrième Dimension, en fait, les vieux épisodes en noir et blanc. Le génie scénaristique de Rod Serling, moi, il m'a vraiment toujours impressionné. Et c'est tout le temps la chute finale, donc dans des épisodes de La Quatrième Dimension, où là, on se fait, waouh, en fait, voilà, la chute finale. Et la façon dont chaque épisode de La Quatrième Dimension est construit, condensé avec tout mon univers, en fait, fantastique, paranormal, et tout ça donne mon style, en fait. Oui, vous essayez de recréer ce style observé dans La Quatrième Dimension. Je ne cherche pas à le recopier, en fait, parce que c'est l'adapter à votre sauce. Voilà, je le personnalise à ma sauce et ça donne ce que j'aime retranscrire, en fait, dans mes écrits. Il y a eu votre premier livre, donc Au-delà d'un destin. Oui. Combien de temps ça vous a pris, l'écriture de ce livre? Alors, ça m'a pris 13 mois, en fait, l'écriture de ce livre, parce que c'était quand même un gros pavé, il fait 414 pages, ça m'a pris 13 mois, mais sans écrire tous les jours, hein. Moi, je me mets pas la pression, hein. J'ai un travail, hein, je travaille en usine, voilà, je suis pas professeur de lettres ou tout ce qu'on pourrait s'imaginer, hein, voilà, je suis ouvrier à l'usine, et donc j'écrivais sans me mettre de pression, et quand j'avais du temps libre, le week-end, donc ça m'a pris 13 mois sans écrire tout le temps, hein. J'avais aussi mes vacances à profiter, tout ça. Vous mettez un peu de vous dans vos personnages, Jean-Marc Desnaux, notamment sur le premier livre, le personnage de Maxime, qui est également ouvrier.
Alors oui, disons, alors pourquoi Maxime est ouvrier? Parce que simplement j'ai pas voulu faire un petit peu comme certaines généralités où le personnage ne devait pas s'appeler Brandon, ne devait pas habiter la banlieue de New York, ne devait pas être, je sais pas moi, PDG ou tout ce qu'on veut. Vous ne voulez pas faire un héros, comment dire, qui est connu, un héros récurrent, c'est ça? Voilà, ou un cliché de la société qu'en fait, où pour réussir, il faudrait qu'un homme soit directeur ou non, il y a encore des routiers, il y a encore des artisans, il y a encore tout ça, et des ouvriers. Donc voilà, j'ai parti d'un personnage qui est Monsieur Tout le Monde en fait, voilà, et je l'ai plongé dans une aventure qui le dépasse. Et est-ce que pour ce premier livre, il y a eu des bons retours? Ah, il a eu, oui, de très bons retours. Oui, j'ai même fait chroniquer, j'avais envoyé un exemplaire au Canada, en fait. D'ailleurs, ça m'a coûté, en fait, pas énormément. Ah ouais. Mais, j'ai eu, voilà, il a été noté, je crois, 19 sur 20 par cette chroniqueuse au Canada. Et c'est un autre exemple. Il y en a eu beaucoup. J'ai eu vraiment de très bons retours. Ce qui m'a surpris d'ailleurs aussi, agréablement, hein. Mais, c'est ce qui m'a donné envie de continuer également. Exactement. Donc, après, l'écriture de ce premier livre qui a bien marché, est-ce qu'après on a la pression de faire un deuxième livre? Non, parce que comme je l'ai dit, moi je ne me mets aucune pression en fait. J'ai une devise. Alors cette devise, elle dirige ma vie depuis que je suis tout petit. C'est fais ce que doit, advienne que pourra. Ça veut dire que si je me sens capable de faire quelque chose, s'il y a un instinct, une petite voix qui me dit de le faire, je le fais et puis il se passera ce qui se passera en fait. Donc il faut faire les choses quand on s'en sent capable. Et je me mets pas de pression parce que non, c'est vraiment j'ai rien à prouver. C'est ça qui est important, c'est que dans ces livres que j'ai écrits, je ne cherche absolument j'ai rien à prouver qu'en fait, ni à moi ni aux autres. Donc je fais les choses au feeling et puis calmement, tranquillement, voilà. Vous êtes édité chez Tornada, oui, une maison d'édition basée à Nice, oui. Si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi aller si loin? S'il y a pas de raison, hein, c'est vraiment parce que ça a été une opportunité pour moi. Et bon, ils ont eu un coup de cœur d'après ce qu'ils m'ont dit, oui, donc pour mon roman. Donc il y a pas de raison à ce qu'elle soit si loin. Qu'en fait, je veux dire, ça s'est fait comme ça, un échange sur un coup de cœur. D'accord. Et voilà, de la confiance. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres contacts avec d'autres maisons d'édition? Alors, il n'y a pas eu le temps, parce qu'en fait, Tornada a répondu très rapidement. Et d'ailleurs, je les remercie vraiment de tout cœur, hein, de m'avoir ouvert leurs portes. Hein, et m'ont répondu très rapidement. Donc, voilà, ça s'est fait très rapidement. Et donc, il n'y a pas eu d'autres. Enfin, je n'ai pas entamé d'autres contacts derrière, quoi. D'accord. La Maison Bleu Horizon, c'est votre deuxième ouvrage. On va en parler dans quelques instants dans le 12-14. Le paranormal, c'est un thème qui n'est pas vraiment récurrent aujourd'hui dans la littérature. Pourquoi vous concentrez sur le paranormal? Alors le paranormal, les fantômes, ce n'est pas du tout une passion en ce qui me concerne, mais c'est plutôt un centre de curiosité. Je suis pas du tout adepte de ça, hein, particulièrement, mais je vous me dis... ne faites pas de chasse aux fantômes chez vous? Non, pas chez moi. Non, mais je suis en fait, bon, quand on est par le passé, on a peut-être, je crois, même qu'on croit ces choses-là ou pas, on a peut-être été amené à un moment à vivre une expérience qui nous a fait nous frotter le menton en se disant il s'est peut-être passé quelque chose. Voilà. Et donc j'ai été il y a quelques années aussi de ça, animateur de radio sur une station locale, et j'animais déjà à l'époque où j'avais 20 ans une émission sur le paranormal avec un médium le soir. D'accord. Donc j'avais déjà une petite approche de ça. Et j'ai toujours été curieux. Je me suis dit simplement, brièvement, je vais dire une chose très simple. En physique, il y a une phrase que vous avez peut-être déjà entendue, c'est une idée qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quand on parle de l'énergie. Et le corps humain est constitué d'énergie chimique et électrique, oui. Sachant que selon la physique, aucune énergie ne peut disparaître. Quand quelqu'un meurt, que devient son énergie? Et est-ce qu'on a un argument de réponse dans cet ouvrage? On peut, en fait, avec le paranormal, c'est que il n'y a pas vraiment de réponse, mais il y a que des questions qui se soulèvent. En fait, la plupart du temps, c'est ça. On pense que c'est une réponse, mais qui en fait soulève d'autres questions. Exactement. En tout cas, je vais continuer à vous poser des questions. Jean-Marc Déo, dans un instant, vous êtes l'invité du 12-14 et aujourd'hui, vous venez nous présenter votre deuxième ouvrage, La Maison Bleu Horizon. C'est édité chez Tornada. On revient dans un instant sur RBM.
Le 12-14, votre rendez-vous dédié à tout ce qui touche le bassin minier. Avec Frédéric Peter sur RBM. Vous êtes de retour dans le 12-14 sur RBM, la radio du bassin minier. Jean-Marc Desnaux est notre invité aujourd'hui. Il vient nous présenter son deuxième ouvrage, La Maison Bleue Horizon. C'est publié aux éditions Tornada. Et on va donc parler de cette histoire, Jean-Marc. Et là encore, on peut dire qu'il y a le thème du paranormal est très présent avec le personnage d'Alain Lambin. Comment on peut caractériser Alain Lambin? C'est un enquêteur, un amateur. Si vous lui dites déjà qu'il s'appelle Alain, vous allez le vexer. C'est Alain Lambin. Oui, Alain Lambin. Voilà, Alain Lambin. Eh bien, en fait, c'est un chasseur de fantômes, en fait. Donc, quelqu'un qui est originaire de Bretagne, donc il est breton, mais son père est du Nord-Pas-de-Calais. En fait, voilà, donc son père s'est retrouvé en Bretagne, donc Alain est né en Bretagne et il a baigné durant son enfance, donc dans les années 40, dans l'univers que lui racontait sa grand-mère en Bretagne, donc les veillées, les légendes, tout ça, en fait, l'orcou, cette fameuse silhouette de la mort avec sa faux qui vient faucher l'âme des voilà. Et donc il a baigné donc dans ce contexte surnaturel, les légendes. Et puis ça a forgé un petit peu ce qu'il deviendra donc plus tard, donc un chasseur de fantômes, donc qui va enquêter sur les phénomènes de hantise pour essayer de les comprendre, mais avec une approche très rationnelle avant tout de les expliquer. Oui. Voilà. Après le passage d'Alain, on voit dans cet ouvrage que c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup le folklore autour de la chasse aux fantômes. Voilà. Il y a notamment un passage au début de l'histoire où il est invité dans une émission de télé et il voit tout de suite qu'il est pris pour un fou ou qu'il est pris pour un charlatan, et ça le vexe évidemment. Voilà, tout à fait. Disons, déjà on est en France, et puis contrairement par exemple en Angleterre, en France, si vous dites à votre collègue de travail, il m'arrive un truc bizarre, j'ai cru voir quelque chose, une espèce de fantôme, il va vous dire d'aller voir un psy. Oui. En Angleterre, si vous commencez à raconter à votre collègue que vous avez vu une histoire de fantôme, il va vous raconter ce que lui a vécu. Voilà, c'est déjà une différence. Donc en France, Alain Lambin, qui est invité durant une interview, qui commence un petit peu à évoquer son univers, effectivement est pris pour un fou, comme pourrait l'être n'importe quelle personne s'intéressant au sujet. C'est également un personnage qui n'a aucune certitude. Non, en fait, voilà, disons que il n'affirme rien. Il n'affirme rien. En fait, quand il enquête sur un phénomène, d'abord, c'est plutôt de dire, de chercher à l'expliquer en disant, voilà, il y a des fantômes, oui, peut-être, pourquoi pas, mais pas si vite, quoi. Voilà. Oui. Il essaye de trouver l'approche la plus rationnelle. Voilà. Et ensuite, peut-être s'il y a quelque chose de creuser. Alors, on va dire, il enquête chez une famille, donc qui est confrontée à des phénomènes étranges depuis le départ du père. Oui, c'est ça, oui. Et est-ce que pour les personnages, vous vous êtes inspiré d'un fait divers ou d'une histoire que vous avez entendue? Ou de témoignages même? De témoignages peut-être, oui. En fait, c'est un peu condensé de tout. C'est comme quand je m'inspire en général, je m'inspire de la vie de beaucoup de personnes, de choses que j'entends, et c'est scénarisé. Donc ça ne part pas d'une histoire vraie à la base, bien qu'il y a une part de vérité. Si on vient à parler d'histoire, il y aura un fond de vérité dans la suite. Mais au niveau du paranormal, non, ça a été vraiment scénarisé, imaginé. Le personnage d'Alain Lambin, c'est un personnage également un peu torturé, non? Par des souvenirs? Par des souvenirs. Par des cauchemars? Alors, il y a des parts de cauchemars qui commencent à se réveiller en lui au travers de ce roman, là, puisqu'il commence à faire des cauchemars un peu bizarres, et ça le surprend d'ailleurs, puisque il en parle justement, c'est à peu près un peu la première fois que ça lui arrive. Mais il y a une question, parce que je disais tout à l'heure que dans le paranormal, en fait, finalement, on croit apporter des réponses et on soulève plus de questions. Il y a une question qui se soulève, c'est plutôt, en fait, à force d'être en contact avec les fantômes, eh bien, c'est comme un clou qui se magnétise, en fait. Il devient de plus en plus sensible à ses présences, et lui qui a une approche très rationnelle, qui se dit je ne suis pas du tout médium, moi j'ai pas du tout de sensibilité particulière, et c'est pour ça lui il a besoin de ses outils, de son matériel, de ses détecteurs, de tout ça pour vérifier une présence paranormale, commence à avoir des ressentis qui l'effraient même d'ailleurs, des perceptions un peu comme un médium. Et il y a également un personnage à part entière dans cette histoire, c'est le personnage du corbeau. Ah oui, le corbeau. Que représente le corbeau dans cette histoire, sans spoiler évidemment? Oui, alors le corbeau, dans l'imaginaire collectif, le corbeau est un oiseau de mauvais augure. C'est l'oiseau de la mort. L'oiseau de la mort. Donc, il y a notamment en Bretagne, c'est très connu, ça les femmes de marins le savaient, on parle des intersignes. Les intersignes, c'est quand, admettons, vous êtes chez vous, puis l'horloge s'arrête, ou il y a un oiseau qui vient brutalement se jeter contre votre vitre. Les femmes de marins, quand elles étaient témoins de ce genre de phénomène, prenaient peur parce qu'elles savaient qu'il était arrivé quelque chose à leur mari en mer. Et c'est ce qu'on appelait les intersignes.
Donc ce corbeau, en fait, à chaque fois qu'il se manifeste, c'est que quelque chose se passe dans l'histoire. Ouais. Voilà. Et donc c'est un oiseau aussi très présent dans les légendes bretonnes, hein, notamment la légende de Bran le corbeau. Et donc voilà, c'est pour ça que ce corbeau est une espèce d'oiseau comme ça qui plane dans l'histoire. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que ce personnage du corbeau, c'est un peu une sorte de narrateur, mais qui ne se manifeste pas. C'est-à-dire qu'il plane au-dessus de cette histoire et qu'il voit un peu tout et qu'il est le premier témoin de tout ce qui se passe chez cette famille. Je ne sais pas si vous, c'était votre volonté ou... Non, le corbeau est là en fait. C'est difficile Il est spectateur. Il est spectateur, mais en même temps, il est tout le temps là quand il se passe quelque chose quand il y a une mort en fait, c'est ça. Il est tout le temps là en fait. Il est comme celui qu'on pourrait soupçonner peut-être ou voilà. Et c'est cette présence qui est là et qui intrigue en fait, c'est ça. D'accord. Petite question, Jean-Marc Desnos, on parle du thème du paranormal, de tout ce qui se rapporte au milieu fantastique. Est-ce que vous, dans votre vie, vous avez été confronté à des phénomènes étranges? Alors, oui, mais encore une fois, c'est difficile d'affirmer quoi que ce soit. Hein. Moi aussi, je suis relativement cartésien. Mais oui, je pense que, comme beaucoup, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on peut croire ou ne pas croire, mais on peut se poser des questions aussi. Moi, je suis très curieux dans la vie, donc je me dis, bah voilà, c'est pour ça que j'ai cherché aussi à m'intéresser à ce domaine-là, à essayer de comprendre, voilà. Est-ce qu'il y a un peu de vous dans le personnage d'Alan Lambin? Il y a un peu je crois de toute façon, chez tous les auteurs, il y a un petit peu d'eux-mêmes dans leur roman. De toute façon, je crois que d'une manière générale, on ne peut raconter une histoire ou évoquer des sentiments ou essayer d'apporter une certaine immersion en racontant des choses que si on les a soi-même vécues ou en tout cas si on en a été suffisamment proche. D'accord. En tout cas, n'hésitez pas à vous procurer le dernier ouvrage de Jean-Marc Desnos, s'appelle La Maison Bleu Horizon et c'est édité chez Tornada. Donc on vous encourage sincèrement à aller acheter cet ouvrage. En plus, c'est d'un auteur du bassin minier basé à Le Forêt. Donc voilà. Est-ce que on va vous retrouver prochainement sur des dates, sur des dédicaces, Jean-Marc? Alors la prochaine dédicace, ça sera, je serai en Bretagne, je serai à Guingamp. Bah oui, parce qu'en fait, la Bretagne et moi, c'est une grande histoire. Hein. J'ai même été joueur de cornemuse, enfin dans un bagade. Ah d'accord. Ah oui, quand même. Avec le kilt, non? Aussi avec le kilt, j'ai fait partie d'un ensemble écossais. Et voilà. Et donc voilà. Donc je suis là. Fallait venir à RBM avec le kilt, Jean-Marc. Mais vous m'auriez demandé ce que j'avais en dessous, ce que j'aurais eu en dessous. Non, ce n'est pas mon genre. D'accord, bon, ça va alors. Mais de toute façon, quand on me pose la question, je réponds simplement, j'ai mes jambes. Voilà. Mais c'est une bonne réponse aussi. Hein. Exactement. Voilà. Donc oui, le 11 août à Guingamp. Ensuite, je suis le 26 août à Cultura et Nabourmont. D'accord. Et puis à la rentrée, on a des dates en septembre aussi dans la région, donc du côté de Bélin et Bailleul. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marc Desnos. On rappelle l'ouvrage, donc La Maison Bleu Horizon, c'est chez Tornada. Donc n'hésitez pas à vous procurer le dernier ouvrage de Jean-Marc Desnos. Bonne journée Jean-Marc. Bonne journée Frédéric. Et encore merci. Merci. Lens, Liévin, Hénin, Carvin, RBM, c'est le radio du bassin minier. Week-end de festival.